Bonjour, nous poursuivons nos cours à distance. Nous vous préparons aujourd'hui une étude de texte extraite d'un roman, Le dernier jour d'un condamné. C'est un roman à thèse de Victor Hugo et c'est destiné à la première année du baccalauréat qui se préparent pour passer leur examen de fin d'année. Donc, nous allons le travailler à partir du chapitre 6. C'est l'ensemble du chapitre 6 qui est concerné. Et je vais quand même vous délimiter ce chapitre qui commence par « Je me suis dit » jusqu'à la vitre cassée d'un guichetier. Et je vous propose comme objectif, pour bien comprendre ce chapitre-là, on va le travailler selon l'objectif suivant. On va tous repérer et interpréter les raisons de l'écriture d'un journal qui va lui servir à quelque chose. Et comme vous avez l'habitude de le faire, on va d'abord situer le passage. Alors, il y a une situation externe, il y a une situation interne. La première concerne, bien sûr, l'identification du roman. On l'a dit tout à l'heure, c'est un roman à thèse. Il est écrit en 1829 par Victor Hugo, et Victor Hugo lui-même, c'est un grand auteur humaniste du 19e siècle qui est né en 1802 et qui est décédé, ou bien qui est mort, en 1885. Très bien. Alors, la situation, cette fois-ci, interne, c'est par rapport aux événements précédents et l'intérêt que présente ce chapitre par rapport aux autres chapitres dans l'économie générale de l'œuvre. Dans ce chapitre, il faut rappeler que le condamné est enfermé dans un cachot, qu'il a droit de sortir une seule fois pour se prélasser les jambes dans le préau, et c'était l'occasion pour lui de rencontrer des prisonniers comme lui, dans cette prison-là de Bicêtre. Alors, le chapitre 6, en fait, est un monologue. Et c'est un monologue intérieur qui peut se résumer par la question suivante. Doit-il ou non écrire un journal? Doit-il ou non écrire un journal? Ou doit-il écrire tout simplement? Alors, pour travailler cette problématique, si vous voulez, cette question, le contenu et la réflexion que contient ce monologue, on vous propose cet axe de lecture qui est suivante et qui est exprimée par cette interrogation, par cette question. L'activité de lecture peut-elle servir sa situation de condamné à mort? En effet, pour traiter cet axe de lecture, je vous propose deux mouvements. On va parler de mouvements et non pas de parties, parce que le mouvement nous permet quand même de suivre l'évolution de la réflexion du condamné à mort dans ce monologue. Donc les deux mouvements, on va les situer, c'est 2 pages à peu près égales. Je me suis dit jusqu'à m'en distraira, vous avez l'habitude de le faire, et puis jusqu'à la fin du chapitre. Donc dans ce monologue, on va justement assister à une évolution du condamné à mort, de l'indécision d'écrire à la prise de décision d'écrire, de l'indécision à la prise de décision à propos de l'écriture, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans le premier mouvement, je me suis dit jusqu'à les peindre et m'en distraira, il va se convaincre du fait que l'écriture, en fait, elle est inutile. Mais au début, ce n'est qu'une indécision. Il vit une certaine indécision, il vit une certaine hésitation. Pour quelle raison? Parce que beaucoup d'idées vont dans ce sens, et c'est ce qu'on va essayer de relever. Alors il se convainc au départ que l'écriture est inutile. Pour quelle raison? Parce qu'il est dans une prison et rien ne l'encourage à l'écrire. Comme cette chambre elle-même, elle est nue et froide, et ça ne lui permet pas quand même d'écrire que des choses intéressantes. Que cette immobilité dont il souffre dans cet espace, c'est aussi un handicap pour lui, que sa vue est bloquée, que la monotonie elle est mortelle, qu'il est seul face à face, qu'il est seul, et cette solitude en fait l'encourage pas à l'écrire. Comme le fait que l'obsession
aussi, elle est handicapante pour lui. Le désespoir également. Il est désespéré, il n'a aucune envie vraiment prononcée, affichée pour écrire. Donc finalement, il se dit que je suis mal inspiré, je n'ai pas assez d'inspiration. Quand il dit par exemple « mon cerveau est flétri », ça veut dire qu'il est mal inspiré et qu'il ne peut pas. Donc on voit qu'au départ, il y a une grande hésitation. Il est assujetti à cette hésitation et l'indécision, en fait, il va s'avérer qu'il est juste momentané et que ce n'est pas définitif. C'est ce que l'on va voir dans le deuxième mouvement, qui commence par « et puis jusqu'à guichetier, un guichetier, ça veut dire jusqu'à la fin. Donc là, on va assister à un développement d'autres arguments qui vont l'aider à prendre une décision définitive. Pour quelle raison? Parce que l'écriture devient, dans sa tête, dans sa réflexion, dans son monologue, ça devient de plus en plus quelque chose qui est utile, qui est nécessaire. Pour quelle raison? D'abord, parce qu'il y a un besoin. Ça répond à un besoin psychique, personnel. Ça va lui permettre d'oublier sa solitude et de dénoncer la violence de la situation. L'écriture lui permet aussi de se distraire, d'oublier. Et ça va aussi trouver d'autres sujets. Ça va lui permettre de parler de choses comme ce qu'il a exprimé, angoisse, terreur, et les terreurs, etc. Donc, il y a pas mal de raisons qui vont l'encourager à écrire. Et l'écriture permet aussi d'échapper à l'obsession. Donc autant d'arguments qu'il a développés pour justement se convaincre de l'utilité de l'écriture. Alors maintenant, reste encore à voir comment s'exprime cette hésitation sur le plan des phrases, sur le plan des mots, sur le plan, ce qu'on appelle le stylistique. Qu'est-ce qui fait en fait le style dans ce paragraphe. Donc on va voir qu'il y a variation de ces moyens-là. Le condamné ne va pas se consacrer, ne va pas se contenter d'un seul moyen stylistique, mais de plusieurs moyens linguistiques, grammaticaux, des verbes, du vocabulaire bien choisi qui vont lui permettre d'exprimer cette indécision et cette hésitation. Dans ce tableau que vous avez entre les yeux, devant vous, vous avez les phrases interrogatives et vous avez les exemples qu'on peut tirer du chapitre. Mais quoi écrire? Pourquoi pas? Des phrases exclamatives également. N'y a-t-il pas au moins une tempête? Des phrases interrogatives. N'y a-t-il pas au moins une tempête? Les phrases exclamatives. L'hypothèse également. Si tout autour de moi, etc. La comparaison, plus. Vous pouvez revenir au texte pour justement trouver cette justification de son indécision et son hésitation. Également, la concession. Tous ces moyens-là sont des moyens, on va dire, stylistiques. Les mots, les phrases, les verbes qui sont bien choisis et qui correspondent justement à son indécision, à son hésitation. De la même manière, il va aussi développer pour le deuxième volet, celui de la prise de décision définitive. Il va se convaincre que l'écriture, elle est utile. Et la phrase qui le dit dans le chapitre, « Ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile ». Et c'est un moyen stylistique qu'on peut qualifier d'affirmation nuancée. Et vous savez très bien pourquoi la nuance chez lui. Vous savez très bien qu'il ne veut pas, il n'a aucune prétention de se faire passer pour un intellectuel, un grand intellectuel. C'est pourquoi il utilise la nuance. C'est pour le dire que je ne détiens pas la vérité. En même temps, il est en train de se convaincre petit à petit et progressivement. Pour quelle raison? Parce qu'il voit justement l'idée que l'écriture peut être aussi un enseignement pour les autres. Ça va apporter un plus, une plus-value pour les autres. Dans la phrase qui le dit, l'exemple que je vous propose, sous journal, un grand et profond enseignement. Il y a, au niveau des moyens stylistiques, on a dominance de fausses questions,
par exemple, cette histoire ne portera-t-elle pas point avec elle un grand et profond enseignement? De la même manière et dans la même logique, quand il cherche à se convaincre de l'utilité, de la nécessité de prendre le stylo et de parler de lui, d'écrire des choses qui le concernent dans cette prison et le laisser aux autres et pour leur faire apprendre des choses, il y a aussi le fait qu'il veut s'adresser aux juges, les premiers concernés par son texte. Pourquoi? Parce que, justement, dans le fait de leur adresser ce message, peut-être ils vont revoir soit son procès à lui ou bien le procès de quelques autres. Et donc, vous avez l'exemple que je vous propose, ce procès verbal, une leçon pour ceux qui condamnent. Écrit pour susciter la réflexion des juges. Cette lecture leur rendra la main moins légère. Donc c'est une façon de les inviter à revoir leur sentence. Et la modalisation, elle est très forte dans ce cas-là, comme moyen stylistique, comme par exemple, et puisque j'écrirai ainsi, ne sera peut-être pas inutile. Donc vous voyez très bien qu'il est en train de se convaincre, il a passé de l'indécision à la décision, à la prise de décision finale, en développant des arguments qui vont donc le pousser à prendre le stylo et à se résigner à l'écriture, qui va lui permettre quand même beaucoup de choses à faire. Alors, comme synthèse globale de ce chapitre, on peut dire que le narrateur décide enfin, après un long monologue, d'écrire son journal pour des raisons suivantes. Il y a d'abord des raisons personnelles et psychiques, il y a des raisons sociales pour critiquer la justice dont je vous ai parlé tout à l'heure, les juges qui sont justement ceux qui sont responsables sur la marche et le fonctionnement de cette justice. Il y a aussi d'autres raisons qui sont humanitaires, qui, pour une autre raison, c'est pour léguer un témoignage pour le futur dans l'espoir d'abolir un jour la peine de mort. Donc, et on voit là cette portée humaniste de cette œuvre qui est le dernier jour d'un condamné à mort. Donc, ce qui nous permet quand même à la fin de nous poser cette question, mais c'est une fausse question encore, cela ne prouve-t-il pas encore une fois l'engagement et le grand humanisme de Victor Hugo? Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention.